Bonjour. Alors, dès que Frédéric je vais pas y arriver. Spinirni, dès que Frédéric Spinirni sera avec nous, on va commencer la session. A priori, Jérôme Goïmine est parti le chercher. Bon, je vais peut-être commencer, ça le fera venir. On a parlé des chevaliers de la table ronde tout à l'heure. On va rester un petit peu dans le monde merveilleux de la santé avec de nouveaux chevaliers de la table ronde pour réenchanter le système de santé. On a parlé tout à l'heure de comment faire confiance au territoire et donc aux acteurs de santé qui les composent. On va parler maintenant du système de santé, plus spécifiquement des proches, des malades, des managers. Voilà. J'ai commencé pour vous faire venir. Merci de nous rejoindre. Réenchanter le système de santé, c'est notamment au regard de la crise sanitaire que nous traversons, qui a révélé, qui a accéléré des difficultés, mais aussi des solutions. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et on va commencer avec vous, Hélène Rossineau. Vous êtes médecin de santé publique. Et pour introduire cette session, vous allez nous faire un peu un état de ces fondamentaux qui réenchantent, en commençant par les constats et puis après ce que la crise a changé. Bonjour à... Parlez dedans, il va s'allumer. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quand Damien Dubois m'a demandé d'intervenir à cette table ronde, il m'a dit qu'il va falloir répondre à 3 questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui manque dans le système de santé? Ensuite, qu'est-ce que la crise a changé? Et enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout ça en 10 minutes. Exactement, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, combien de temps est-ce que j'ai pour répondre à tout ça? Il m'a dit 10 minutes. Je dis, bon, on va essayer de ne pas faire une liste à la Prévert et de se concentrer sur quelques sujets parce que c'est impossible de tous les aborder en 10 minutes. Et ceux qui me connaissent savent que je vais forcément parler des proches aidants. Et oui, parce que dans ce qui manque pour moi dans le système de santé, il y a encore une vraie reconnaissance pour les proches aidants. On ne peut pas dire que pour l'instant, ils n'ont pas de place. Cette place, ils l'ont de facto. C'est même pour moi la colonne vertébrale des systèmes de santé aujourd'hui, en France et d'ailleurs dans le monde entier. Mais côté reconnaissance, ce n'est pas encore ça. Alors, qui sont ces proches aidants? Ce sont les personnes qui prennent soin d'un proche âgé, malade ou handicapé. Dans les hôpitaux, en général, on les appelle les familles au sens large. Et à la façon de dire les familles, on reconnaît tout de suite d'ailleurs ce que la personne en pense. Parce que les familles, ça peut être très négatif. Ah là là, c'est la famille, celle-là, qu'est-ce qu'elle est casse-pied. Ou ça peut être très positif. La famille m'a aidé, m'a accompagné, soutient le patient. On ne sait pas vraiment quoi en faire des familles, en particulier à l'hôpital. On entend vraiment de tout. Pourtant, ce sont des vrais partenaires. Et pour moi, c'est important de les voir comme ça. Mais ils n'ont pas encore cette place au quotidien. Ils sont souvent sur le côté. Quand on en a besoin, on les appelle parce qu'on a besoin d'eux comme partenaires, parfois pour faire accepter des décisions aux patients. Et il y a des fois, leurs questions, ça prend du temps. Parfois, ce n'est pas simple de répondre aux questions des familles. Parfois, il y a des exigences de la part des familles qu'on ne peut pas forcément remplir. Et ce n'est pas d'ailleurs forcément de la faute de l'hôpital, c'est aussi la faute du nombre du personnel, par exemple. Si on n'a pas assez de personnel pour faire toutes les tâches, on ne peut pas répondre à 100% des exigences des familles. Donc parfois, on est assez mal à l'aise.
Parfois, il y a des incompréhensions, certaines sont assez revendicatives, certaines, au contraire, sont très effacées. Quand on en a besoin, elles ne sont pas forcément là. Bref, le rapport aux familles, c'est quelque chose qui est compliqué dans le monde du soin et c'est pour moi une vraie priorité de réussir à définir tous ensemble des partenariats. Parce que la communication, c'est quand même vraiment, c'est la base du soin. Et on a beaucoup insisté sur la communication médecin-patient et plus largement hôpital-patient. Mais pour moi, la communication, c'est un triangle entre l'hôpital, en tout cas les soignants, le patient et la famille. Parce que quand le patient sortira de vos établissements, c'est les familles qui vont l'aider au quotidien et qui vont essayer de faire en sorte d'ailleurs qu'ils ne reviennent pas vous voir, en tout cas pas trop vite. Donc une vraie reconnaissance des aidants, c'est quelque chose de prioritaire pour moi. Après, et là je pense que c'est le marronnier qu'on ressort à chaque fois, mais si on le ressort à chaque fois, c'est que ça ne fonctionne toujours pas. C'est la fameuse, vous savez, coordination ville-hôpital. La fluidité qu'on attend entre les établissements et le monde du domicile. Parce qu'aujourd'hui, la coordination ville-hôpital, elle tombe aussi souvent sur les épaules des familles et des aidants qui se baladent avec les dossiers médicaux sous le bras et qui doivent briefer à chaque fois tous les professionnels qu'ils rencontrent. Tout ça entre deux missions de chauffeurs, d'intendance, etc., qu'ils peuvent assumer au quotidien. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'utilise quasiment à chaque fois, mais qui est malheureusement très évocatrice. J'étais persuadée quand je l'ai rencontré que c'était une exception. Vous savez, l'exception qu'on raconte pour expliquer quelque chose, mais qu'on ne reverra jamais. Manque de chance, je l'ai revu au moins 5 fois derrière. C'était un patient qui était hospitalisé en soins palliatifs pour un cancer du poumon, dont le mari venait le voir quotidiennement depuis 1 mois, donc tous les jours entre midi et 2, à la même heure. Et les équipes le savaient très bien. Et d'ailleurs, tout se passait bien. Puis un jour, donc, ce monsieur vient vers midi et demi, un vendredi. Il croise l'infirmière qu'il salue comme à chaque fois et qui lui tend une enveloppe en lui disant « Bonjour monsieur, voilà les papiers pour l'HAD ». Et là, le monsieur regarde l'infirmière, prend les papiers et lui dit « C'est quoi HAD ?» L'infirmière lui dit « Hospitalisation à domicile ». Donc le mari, tout content, lui dit « Ah, mais donc mon mari va rentrer à la maison ». « Ah ben oui, il part dans 1 heure ». Silence. Dans 1 heure où ? Chez vous. Ah. Donc, le monsieur appelle à son travail, dit qu'il ne pourra pas venir cet après-midi puisque son mari, en fait, revient. Mais surtout, ils habitaient dans un petit HLM proche de la banlieue, près du périphérique, à peu près 35 mètres carrés. HLM dans lequel, 2 heures après, il y avait un lit médicalisé au milieu du salon, puisque c'était la seule vraie pièce qu'il y avait. Les meubles ont été poussés en urgence contre les murs, puisque rien n'avait anticipé. Je ne parle même pas non seulement d'avoir prévenu, mais d'avoir demandé son opinion au mari qui partageait quand même le domicile. Mais bon, ça s'est déjà allé quand même très loin. Bref, voilà, 2 heures après, il y avait un lit au milieu du salon, des bouteilles d'oxygène stockées là où on pouvait, des paquets de pansements, etc. Et un mari que j'ai rencontré 6 mois après et qui, 6 mois après, dormait toujours sur le canapé qu'il ne pouvait pas ouvrir puisqu'il n'y avait plus de place pour le canapé-lit, puisqu'il y avait le lit médicalisé au milieu et qui donc avait très mal au dos, était un petit peu épuisé. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue. On aurait discuté avec lui 1 semaine ou 2 avant pour lui dire ce qui allait se passer, pour lui permettre d'organiser l'appartement et pas de se retrouver coincé avec les meubles et la télé vraiment complètement contre les murs. Il aurait pu prévenir son patron, essayer de discuter avec lui, bref, anticiper. Mais pour ça, il aurait fallu avoir l'idée que non seulement les dents existaient, mais qu'il y avait autre chose, outre l'hôpital et les soins, que cette coordination des soins allait non seulement impacter la qualité des soins, parce que la précipitation, c'est bon pour personne, mais impacter des vies, impacter le quotidien. Parce que ce monsieur, il avait le dos dans un état, après 6 mois sur son canapé, à dormir n'importe comment, complètement stressé. Bref, on le répète et on ne le répète pas pour rien, la coordination ville-hôpital, c'est plus que juste de l'administratif. Ça a vraiment un impact très concret sur la vie des patients et des familles. Puis alors, Damien Dubois m'a demandé ensuite ce que la crise avait changé. Là aussi, il faudrait une journée complète rien que pour en parler. Mais dans le domaine qui m'intéresse, c'était une catastrophe au niveau du monde du domicile, puisque tout le monde s'est rapatrié en urgence sur l'hôpital, ce qui se comprend d'ailleurs très bien, puisqu'il fallait absorber le flux qui arrivait. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait ? On a renvoyé un maximum de patients à domicile. On a envoyé des personnes âgées à domicile, on a vidé les rééducations, on a vidé les établissements qui s'occupaient des personnes handicapées.
Moi, j'ai eu des centaines de témoignages de personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain avec un parent dans le salon. C'est toujours le salon. Hein. Quand rien n'est anticipé, la personne arrive toujours dans le salon. Donc, des parents dans le salon, des enfants handicapés, mais qui du coup n'avaient plus aucun soin. Des parents, moi j'ai reçu des messages, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de parents qui me demandaient comment ils pouvaient apprendre à poser des cathéters. Alors déjà, je ne suis pas infirmière et soyons honnêtes, le médecin de santé publique en moi aurait déjà du mal à poser un cathéter lui-même. Alors expliquer ça sur les réseaux sociaux à des gens, j'étais complètement dépourvue. C'était une période assez compliquée. Les auxiliaires de vie étaient souvent coincés chez elles puisque leurs enfants étaient chez elles aussi et que ça ne comptait pas comme des personnels soignants. Ça aussi. Monde du domicile, monde du sanitaire, pas la même chose, et donc pas considérés forcément comme des travailleurs essentiels. Pardonnez-moi hein, là, mais la notion d'essentiel m'a beaucoup échappé pendant cette crise. Bon, il n'y a pas plus essentiel que les personnes qui permettent un vrai maintien au domicile. Mais bon, on s'est retrouvé avec des aidants qui cousaient des masques pour les quelques personnes qui arrivaient encore à venir chez elles. Bref, soyons honnêtes, c'était un peu n'importe quoi. Et je vous passe les infirmières libérales, les médecins généralistes recouverts des sacs poubelles, je pense qu'on s'en souvient tous. En fait, l'urgence montre ce qui va bien et qu'on peut adapter, et ce qui allait déjà pas très bien avant, et qu'on laisse complètement tomber. Mais on n'était pas obligé de laisser tomber les aidants allemands du domicile. Il y a des endroits où ça s'est bien passé. Simplement, je vous mets au défi de me dire ce qui s'est bien passé sur le territoire. C'est un indice, ce n'est pas en métropole. À l'île de la Réunion, même si aujourd'hui c'est compliqué, ça s'est très bien passé, y compris sur le premier confinement, en tout cas pour les proches aidants. Parce qu'à l'île de la Réunion, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il y a un service public, un service à la personne qui prend en charge les aidants de l'île. Ils accompagnent aujourd'hui plus de 2500 aidants et c'est vraiment dédié à eux et ça fonctionne extrêmement bien. Et ça fonctionnait déjà très bien avant la crise et donc ils se sont adaptés. Aucun aidant n'a été laissé sur le côté. Ils sont passés en digital, mais ils ont envoyé des gens former les aidants au digital, vraiment situation par situation. Ils ont mis en place des groupes de parole, des matinées santé pour répondre aux questions, pour expliquer l'évolution des choses. Bref, là où ça fonctionnait bien avant, eh ben, ça s'est adapté pendant la crise. Et pour moi, c'est une vraie leçon à retenir. C'est que la crise, ça montre aussi quelles étaient les priorités. On a beaucoup dit politiquement que la priorité, c'était le maintien à domicile, mais pour moi, la crise a montré que c'était une parole politique et pas une vraie priorité. Et que si on veut que le maintien à domicile, dans de bonnes conditions, soit une vraie priorité, il y a tout un système à repenser parce qu'aujourd'hui, il ne fonctionne pas, en tout cas, pas bien. Et du coup, la troisième question, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Là, c'est plus une journée qu'il faut, c'est au minimum une semaine ou deux de discussion. Mais bon, quelques pistes. J'ai beaucoup parlé ces dernières années de ce que j'appelais le parcours de l'aidant. Parce que pour moi, encore une fois, les familles sont en parallèle, un peu à côté. On pioche dans les familles quand on en a besoin, mais elles ne sont pas vraiment incluses. Et on a beaucoup parlé du parcours du patient. Et bien, pour moi, on aurait intérêt à créer un parcours de l'aidant au sein de nos établissements, parce que pour avoir essayé de le pousser au niveau national, avant que ça bouge au niveau national, on a un petit peu de temps. Donc je me suis dit on a parlé des territoires juste avant, c'était dans nos territoires et dans nos établissements qu'il fallait que ça commence. Et ça commence à arriver. Le parcours de l'aidant, il commence quand la personne devient aidant. C'est plus compliqué dans le vieillissement, mais dans les maladies chroniques, par exemple, on le sait, ça arrive au moment du diagnostic. Il y a de l'éducation thérapeutique pour les patients et parfois un peu pour les familles, mais il n'y a pas de vrai parcours défini en fonction de l'évaluation des besoins des familles, des capacités des familles et surtout de ce qu'elles souhaitent. Certaines familles souhaitent s'impliquer, d'autres ont plus de mal. On a besoin, nous, de pouvoir, au sein des établissements, évaluer la place que la famille veut prendre et les intégrer vraiment en bonne intelligence, créer ce parcours du début jusqu'à la fin avec elle. Et ça permettrait aussi que les soignants s'intègrent plus, discutent plus, communiquent plus avec les familles. Parce que quand les familles râlent, elles ne savent pas vraiment ce qui se passe dans les hôpitaux. Tout comme les médecins, quand ils râlent, ne savent pas ce que vivent les administratifs. Et souvent, les administratifs ne savent pas ce que vivent les familles et les médecins au quotidien. Et pour ça, si on reste tous dans des silos, eh ben, on n'arrivera pas à échanger, on n'arrivera pas à faire bouger les choses dans le bon sens, ne serait-ce que parce qu'on ne saura pas ce que les autres vivent. Et ça, c'est la vraie empathie, c'est savoir se mettre à la place des autres. Mais on ne peut pas le faire si on ne sait pas ce qu'ils vivent. Donc, avec ce parcours du patient, je pense que c'est important de réussir à mettre en place des vraies discussions
à 3, parce que oui, on est 3 entités, l'administration, les soignants et les familles, et on a vocation à travailler ensemble pour une meilleure prise en charge et pour un meilleur bien-être, mais un meilleur bien-être de tous, parce que c'est pas facile pour les soignants quand c'est compliqué pour les familles, c'est pas facile pour l'administration quand ça va pas dans les établissements, quand les familles sont pas contentes. On a tous intérêt à travailler main dans la main. Voilà, c'était quelques pistes. J'espère que ça aura fait avancer un petit peu le débat. Merci. Là. Après les proches, la parole aux patients, justement. Gérard Raymond, vous êtes président de France Asso Santé, qui est l'union nationale des associations agréées du système de santé. Parcours des proches, parcours des malades. Déjà, peut-être une réaction sur cette intervention avant de parler de l'importance de l'implication des patients. J'apporterai une réponse globale, effectivement, aux propositions de Mme Rossineau. Mais, oui, pour répondre à votre première question, qu'est-ce qui manque dans notre système de santé, et pour rebondir un petit peu sur la première table ronde qui a beaucoup parlé de structure, qui a beaucoup parlé de finances. Moi qui, depuis maintenant plus de 20 ans, fais des tables rondes et discute du système de santé, je me suis beaucoup aperçu que l'on parlait effectivement beaucoup d'argent dans ce système de santé et beaucoup de structuration dans ce système de santé. D'ailleurs, soyons clairs, plutôt système de soins. La santé, c'est peut-être autre chose. Et donc, pour les uns, effectivement, ce système coûte cher et donc il faut le réguler. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une manière de développer un modèle économique et de gagner de l'argent. On parle beaucoup d'argent, beaucoup de régulation. C'est vrai que quand même, 11 ou 12% du PIB, ça représente une certaine somme. On parle beaucoup de ça. Et je pense que ce qui manque dans ce système-là aujourd'hui, c'est retrouver du sens. C'est retrouver du sens dans le système de santé. Il est là pourquoi? C'est retrouver aussi le sens des métiers que vous faites dans ce système de santé. Je pense que la raison première aujourd'hui sur laquelle il nous faut réfléchir, c'est ça, c'est pourquoi. Et ce sens-là, aujourd'hui, il est certainement perdu. On l'a vu effectivement dans la crise actuelle, où on a retrouvé une vraie mobilisation des soignants, retrouvant l'essence même qui fait votre métier, c'est celui d'aller au plus près des gens, de les soigner avec bienveillance, avec beaucoup d'écoute, avec beaucoup de cœur et beaucoup d'humanisme. Et donc, c'est cela qui manque, je crois, aujourd'hui dans notre système de santé, c'est qu'effectivement, on a perdu ce sens-là de ce que c'est que le soin, c'est de ce que c'est que le rapport à l'autre et la bienveillance par rapport à l'autre. Et ensuite, ce qui nous manque encore aujourd'hui dans ce système de santé, même si, permettez-moi la provocation, vous avez découvert les patients le 4 mars 2002 en faisant une loi qui s'appelle la loi des droits des patients. Jusque-là, les patients n'avaient pas de droits, donc ils n'existaient pas. Donc, on a découvert les patients à ce moment-là, mais même si on les a découverts encore à ce moment-là, la culture étant ce qu'elle est, bien, on a encore un peu de mal, effectivement, à les considérer comme étant des véritables acteurs de leur propre santé, et pourquoi pas aussi des acteurs de la santé. Certes, on a fait des PC, on a fait des CDU, on a fait pas mal de choses, mais encore, on a un peu de mal, effectivement, à rentrer en dialogue, d'une fois au niveau individuel, et Madame l'a dit, mais aussi au niveau collectif, avec, effectivement, ces usagers de la santé qui sont quand même des parties prenantes, et des fortes parties prenantes, dans l'organisation et dans la vie et dans l'évolution de notre système de santé. Et donc, certainement que pour reprendre la table ronde d'après, la restructuration régionale et territoriale, il y a quand même des organismes. On l'a évoqué, les conférences de territoire de santé, il y a la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Et tiens, il me semble qu'une association, une union de patients, dans le cadre du Ségur de la santé, il y a quelques mois, proposait un parlement sanitaire territorial. Ben oui, peut-être qu'on pourrait retrouver une certaine autonomie et indépendance si
on donnait des moyens à ces structures-là de pouvoir regrouper les politiques territoriaux et les soignants et les soignés, et de pouvoir effectivement penser le système de santé, pas simplement le système de soins, le système de santé, l'éducation à la santé, la prévention, dans un cadre effectivement d'un développement économique, social, bien entendu. Et donc, il y a peut-être là des choses à retrouver. Moi, je pense que la première ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça. C'est comment aujourd'hui on retrouve effectivement les missions premières des soignants, les missions premières de ce système de santé, qui est de soigner avec de la qualité l'ensemble et de prendre soin l'ensemble de nos concitoyens. Ce qu'a révélé cette crise-là, aujourd'hui, c'est effectivement que, bon, on n'était pas prêt, mais ça, si on avait été prêt, il n'y aurait pas eu de crise. On aurait assumé. Donc, ça, c'est un directeur d'ARS. J'ai cru comprendre que vous les aimiez. C'est un directeur d'ARS qui disait, il y a 2 jours, une table ronde comme ça, qui disait, oui, ben voilà, il y a eu crise parce que c'était pas parce qu'on n'était pas prêt, c'est parce que c'est normal. Sinon, il n'y aurait pas eu crise. Ah bon, d'accord, ok, passons. Donc, je pense que cette crise a révélé quand même qu'effectivement, on n'était pas prêt techniquement, mais surtout psychologiquement, à pouvoir encaisser ce choc-là. Et puis aussi, ça a été un révélateur. Ça fait 20 ans qu'on parle qu'il faut territorialiser, qu'il faut aller vers une médecine solitaire, vers une médecine beaucoup plus solidaire, qu'il faut faire de la médecine de groupe, qu'il faut faire des parcours, qu'il faut arrêter la rémunération à l'acte ou un peu de T2A pour aller véritablement plus faire de la forfaitisation. Tout ça, ça fait 15 ans qu'on en parle, ça fait 20 ans qu'on rebassine tout ça. Et puis là, forcément, on s'est trouvé devant un fait accompli. Il a fallu peut-être trouver des outils. Je me souviens d'avoir eu de très belles discussions il y a quelques années sur la télémédecine, où on m'expliquait par A plus B que c'était impossible de faire de la télémédecine. Impossible. Et les négociations conventionnelles auxquelles nous ne sommes pas invités, mais au moins quand même, de temps en temps nous avions des échos, on nous disait que non, c'est pas possible la télémédecine. Ne faudrait-il pas que nous en avons fait 20, 30 millions, je ne sais plus combien. Alors, ceux qui me connaissent le savent, je suis malade chronique, je suis diabétique de type 1, donc avec quelques pompes implantées, des capteurs et tout. Et je dis à mes diabétologues, je leur dis, mais écoutez, vous me faites perdre une journée, moi, on va aller vous voir à Toulouse alors que je suis toujours à Paris. Franchement, vous faites perdre une journée pour vous expliquer ce que vous savez déjà, puisque on a des graphiques et tout, et donc franchement, on préfère ça à distance. On m'a toujours dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis là, tout d'un coup, on a mis en place une plateforme en 8 jours et tout va bien. Donc on a su, évidemment. Et je dis tout va bien. Satisfaction des patients, mais satisfaction aussi des professionnels de santé qui trouvent ça génial. C'est intéressant peut-être de continuer et d'évaluer. Donc on a vu que cette crise-là nous permettait peut-être d'accélérer certains processus d'un travail en commun, d'une participation un peu plus active de tous les usagers et de tous les acteurs du système de santé, particulièrement des patients et des structures qui représentent ces patients-là, évidemment avec les représentants des usagers, mais aussi, et pour rejoindre un peu ce que disait madame, aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui les patients partenaires, c'est-à-dire des patients qui sont capables de venir apporter un soutien aux personnes malades dans le cadre de parcours de soins, d'éducation thérapeutique ou autre, dans le cadre des pathologies chroniques. Donc on voit bien qu'on peut jouer un rôle entre nous parfaitement bien lié. Et puis aussi, effectivement, il y a notre participation dans une réorganisation des soins au niveau du territoire. Il n'y a pas que les centres hospitaliers, il y a aussi la médecine libérale, il y a l'offre de soins. Et je pense que là aussi, ce qui nous manque, c'est que dans ce pays, on ne s'est jamais préoccupé des attentes et des besoins. On a considéré que l'offre de soins était ce qu'elle était, et puis on n'avait qu'à s'adapter à cette offre de soins. On ne s'est jamais interrogé sur les attentes et les besoins d'une population donnée. D'ailleurs, voilà pourquoi on a très peu d'observatoires de la santé sur des territoires donnés. On a quelques données au niveau de l'hôpital, mais sur les médecins libéraux, on n'a aucune donnée sur les territoires. Je crois que ça aussi, ça nous manque énormément. On ne connaît pas l'état de santé de nos populations. Et il faut qu'il y ait une crise ou une explosion d'une usine pour dire « Ah, ça risque d'être dangereux, alors on va peut-être regarder ce qui se passe ». Donc je crois que ça aussi, c'est qu'on a un besoin effectivement aujourd'hui d'avoir des données fiables de l'état de santé de notre population et d'adapter l'offre
à ses attentes et à ses besoins. Et ça, c'est assez nouveau. Et donc, il y a eu toute une réorganisation à mener avec l'ensemble des acteurs à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui a démontré la crise. Donc, on est un peu entamé le troisième. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être, j'ai cru comprendre, j'ai cru entendre à l'autre plateforme un programme politique. Alors, il doit y avoir peut-être des élections qui se profilent. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi, effectivement, de réfléchir ensemble, derrière cette crise, de dire, mais les acquis qu'on a eus, grâce certainement à des outils numériques, mais peut-être évaluons-les et poursuivrons. Cette nécessité de dialogue, eh bien, continuons à l'avoir. Cette volonté de travailler ensemble, faisons en sorte que, revoyons le modèle économique, peut-être il y aura des rééquilibrages et tout. Je crois que le grand chantier est devant nous, mais encore une fois de plus, ne le laissons pas ne le laissons pas qu'à des politiques parisiens ou des politiques tout court. Prenons-le en main. C'est à nous à le porter. C'est à nous, effectivement, et vous, en tant que directeur, en tant que responsable, en tant que professionnel de santé, mais aussi nous, citoyens d'abord, et patients ensuite, eh bien, de le porter, ce programme-là, et de regarder ce que nous pouvons faire pour aller beaucoup plus loin. Je pense que c'est en cela que le changement doit se produire. C'est que pendant des années, des dizaines d'années, on a toujours dit le système de santé, il est généreux, il est beau, il est le meilleur, c'est le meilleur système de santé en France. On nous l'a dit à nous, vous patients ou vous citoyens, circulez, il n'y a rien à voir. On vous soigne, voilà, et puis aujourd'hui, peut-être qu'il y a tout intérêt, effectivement, à ce que ces citoyens, ces usagers de la santé, ces patients, ces aidants, soient aussi des parties prenantes pour pouvoir réfléchir avec vous, effectivement, pour le mieux. Pas simplement pour le mieux des patients, pour le mieux de tous les acteurs du système de santé. J'ai toujours pensé qu'effectivement, un soignant qui n'était pas bien dans sa peau ne pouvait pas bien soigner. Donc on a tout intérêt, effectivement, à ce que vous soyez bien, vous, pour que nous soyons, nous, bien soignés. Gérard, pour réenchanter le système de santé, et plus particulièrement réenchanter la démocratie en santé, parce que c'est un peu l'enjeu, qu'est-ce que fait concrètement France Asso Santé? Ce que fait France, alors juste un mot, mais je pense que vous connaissez tous France Asso Santé, c'est l'Union nationale des associations agréées du système de santé qui a par la loi le devoir de former les représentants des usagers. Moi, je n'ai pas entendu trop de cris, ça va. Les représentants des usagers pour qu'ils soient de véritables quand même interlocuteurs dans vos établissements, de former aussi les usagers de la santé au conseil de surveillance, etc. et bien d'autres choses. Donc c'est aussi comme mission, nous avons aussi comme mission, et il va falloir s'y atteler sérieusement parce que la crise a été aussi un révélateur là-dessus, certainement à faire monter en compétence l'ensemble des associations d'usagers de la santé ou de patients qui ont besoin certainement, elles aussi, de redimensionner un petit peu leur fonctionnement, leur organisation, leur formation, leur recrutement, etc., etc. Il y a certainement, là, je ne sais plus combien de la démocratie en santé, on fêtera les 20 ans l'année prochaine, peut-être il y a à nouveau une réflexion à mener pour permettre effectivement aux citoyens de pouvoir être plus compétents. Donc, ce que je pense, c'est que, j'ai dit, on a proposé, nous, un parlement sanitaire territorial où tous les acteurs, y compris les politiques et autres, pourraient définir des politiques territoriales de santé, pas simplement que de soins, mais de santé. Je pense aussi qu'effectivement, aujourd'hui, quand je vois ce qu'on nous remonte des commissions des usagers qui sont le plus souvent là pour recueillir les doléances des patients parce que le repas était froid, parce que la porte n'était pas fermée, etc., etc. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire avec les commissions des usagers. Il y a aussi à réfléchir comment améliorer l'accueil, comment améliorer le bien-être, comment améliorer les conditions de vie, non pas simplement des patients, mais aussi des salariés et des soignants. Donc il y a tout cela à remettre en cause, à retrouver des nouvelles missions pour nous-mêmes, pour vous-même. Et je pense que c'est quelque chose que nous proposerons effectivement dans le cadre de ce qui devrait arriver au
au mois d'avril, nous verrons bien sur des plateformes politiques, de redonner un élan à cette démocratie en santé pour que nous fassions tous ensemble ce chemin qui doit nous faire retrouver du sens aujourd'hui au système de santé et du sens dans vos professions. Merci Gérard Raymond. Frédéric, Spinierny, vous êtes directeur d'hôpital et vous êtes philosophe également. Peut-être avant de parler des managers directement, peut-être que vous avez une réaction sur les deux interventions précédentes et après on parlera notamment de votre article Manager du monde d'après, encore un effort si vous voulez vraiment innover. Alors peut-être qu'il y a une innovation aussi organisationnelle donc continuer à agir avec les proches, avec les malades, les représentants de patients. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose, parce que ce n'est pas du tout mon domaine de compétences. Maintenant, je reviens sur ce que vous venez de dire sur la démocratie en santé. Alors, c'est vrai, et depuis ce matin, on l'entend, on sort quand même beaucoup de mots-clés qui font partie maintenant de notre champ culturel professionnel, la démocratie en santé, la représentativité inclusive, etc., etc. Donc en fait, dans le principe, moi je trouve ça évidemment toujours, on n'est pas contre, j'imagine, d'inclure les représentants des usagers, etc., etc. Maintenant, le grand problème de fond, c'est que essentiellement, en tant que manager de santé, on demande souvent d'accroître la production de soins, ce qui diminue généralement le temps de parole qu'on peut accorder à toutes les instances qui sont censées représenter la démocratie en santé. Donc, bien évidemment, en fait, tout ce que vous venez de dire, on y souscrit, il n'y a aucun problème. Maintenant, au-delà effectivement de l'invocation qu'on a généralement entre nous en disant oui, on va faire de la démocratie en santé, il faut quand même s'interroger sur le caractère effectif de la parole qui est donnée finalement aux représentants des usagers. On sait tous, au quotidien, surtout avec la période de crise, plus on va vite, mieux on se pense efficace. Et donc effectivement, tout ce qui ne correspond pas forcément à la logique d'efficacité sera un peu mis de côté en disant on l'a fait formellement, on a fait passer la fiche de présence comme ça, on peut le montrer en instance, mais concrètement, il faut quand même qu'on se rende compte que parfois c'est simplement un peu de la poudre aux yeux, donc c'est une bonne chose de débattre de ça. Maintenant, il faut qu'on s'interroge quand même tous sur la place qu'on donne effectivement, par exemple, aux usagers. Et si jamais les usagers vont contre la logique de production de soins, est-ce qu'on les écoute vraiment ou est-ce que c'est simplement un PV dans une instance Gérard? Oui, on ne va pas entamer le débat, hein, mais... Si, entamons-le un petit peu. Non, aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui, ma foi, oui. Ou on les écoute, on essaie de les éviter. D'ailleurs, au début de la crise, on les a beaucoup évités. Comme ça, au moins, on a été tranquille. Voilà, enfin, je me mets à votre place. Et non, je pense que c'est une question de posture, bien sûr. Bien sûr qu'on n'a pas le même langage que vous, bien sûr qu'on n'a pas les mêmes postures que vous, bien sûr qu'on n'a pas les mêmes préoccupations que vous. Et donc, c'est difficile d'entrer dans un dialogue comme ça. Mais au début, c'est difficile. Moi, ça a été difficile de parler avec les médecins au début. Je n'avais pas le même langage et ils n'avaient pas les mêmes objectifs que moi. Mais bon, on y est arrivé. Et je pense qu'il faut que chacun fasse un effort. Et que souvent, d'ailleurs, c'est peut-être à vous de faire plus d'efforts que pour les patients, ou les usagers de la santé, mais les usagers aussi. Les représentants, hein, pas simplement les patients individuels. Mais de bien se comprendre, de prendre du temps. Alors, je suis d'accord, quand on est dans l'action, le temps, mais oui, vous avez mis en place des protocoles de rapidité, d'urgence, pour pouvoir évidemment faire des soins rapides en période de guerre, c'est pas moi qui l'ai dit, ok. Mais ces protocoles-là, vous pouviez très bien les soumettre aux représentants des usagers en disant, ben voilà, même peut-être de lui demander son avis et les soumettre. Et dans 1 heure ou 2, il aurait pu vous donner un avis. Et ça assurait quand même une concertation. Je regrette. Mais pendant 1 an, nous avions 3 fois par semaine, et souvent le week-end d'ailleurs, au siège national, à France Asso Santé, à commenter, valider des prises de position de la Haute Autorité de Santé. On a su faire ça très rapidement, ça n'a pas retardé les prises de décision. Donc on peut être en capacité aussi. Il suffit que ce soit une véritable posture, une volonté.
Alors au départ, c'est peut-être un peu difficile parce que les discours ne sont pas forcément adaptés ou le vocabulaire n'est pas forcément compréhensible. Mais tant que nous resterons dans une posture de chien et de chat, dans une posture de confrontation, nous n'avancerons pas. Je pense qu'il y a cet effort à faire, et je le dis à mes troupes, à moi aussi, il faut faire cet effort pour rentrer en concertation et en participation avec l'ensemble des professionnels de santé, avec l'ensemble des institutions. Sinon, eh bien, effectivement, la démocratie en santé sera un truc, un machin, une chose qui ne correspondra à rien et on se bassinera avec ça. Non, il faut que ce soit une vraie réalité et qu'il y ait du gagnant-gagnant, vous et nous. D'autant que les patients engagés, les patients experts sont formés maintenant. Il y a aussi une évolution dans l'engagement. Non, mais on forme de plus en plus de représentants des usagers. Je veux bien que le niveau ne soit pas au niveau que celui que vous souhaiteriez, mais on fait des efforts. Là, il y a beaucoup de patients partenaires, de patients dits experts dans les programmes, que ce soit d'accompagnement ou d'éducation thérapeutique. Il y en a de plus en plus. Ils vont même jusqu'à des DU universitaires, donc quand même, on ne peut pas reprocher qu'ils ne soient pas compétents. Et donc on voit bien que cette démocratie-là et cette participation des usagers de la santé aux soins et à la santé, c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui une réalité qu'il faut prendre en compte, qu'il faut accueillir et qu'il faut effectivement que nous arrivions à avoir ces dialogues dans un cadre apaisé avec une véritable volonté de réussite. Frédéric Spinirny, vous appelez justement les managers à un effort pour continuer à innover. Qu'est-ce que vous entendez par là, au-delà de ce qu'on a pu dire déjà ? Ouais, justement, d'une manière un peu synthétique, moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on considère que nous, en fait, on attend l'amélioration d'une norme. On en a parlé ce matin pendant les interventions. Alors, il faut une nouvelle loi. Alors, ça tombait dans une période où il va falloir beaucoup de il faut une nouvelle loi, il faut un autre modèle de financement. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'entre nous, si vous voulez, d'autres sujets émergent, mais qui sont toujours invisibles dans les discussions. Donc, on l'a aussi rappelé, on a eu ce débat que vous connaissez entre eux. En fait, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème de... Du coup, on retombe là-dedans. C'est-à-dire que, effectivement, quand j'ai écrit mon article pour essayer de penser le monde d'après dans nos pratiques managériales, la réalité, ce qu'on voit dans le monde d'après, c'est qu'on aura certainement l'assainissement de la dette contre des réorganisations et qu'on ne va pas faire des contrats de retour acquis ou des contrats d'effectifs. En fait, on tourne autour d'un vocabulaire qui est quand même tout le temps le même. Et c'est vrai que l'avantage, d'un point de vue même théorique, de voir ce que c'est qu'une gestion de crise, surtout longue, c'est que, bah oui, effectivement, on commence à faire une distinction entre l'essentiel et l'accessoire. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées, mais notamment le principe de discussion. C'est que quand vous voulez aller vite, bah, vous discutez moins. C'est un principe de base. Et moi, je trouve ça même étonnant de voir encore dans les lois qui sortent qu'en fait, dans une époque où on parle de proximité, on n'arrête pas d'en parler, les gens ont besoin de retour à la proximité, l'entourage, etc., etc. Donc on revalorise nos services et puis on crée, mais en parallèle, sans qu'on ait une réflexion sur qu'est-ce qu'un rythme en fait à l'hôpital, on crée un GHU, l'assistance communautaire de Paris, des CME de GHT dans les GHT. Et en fait, on ne pense pas qu'on est en train de louper peut-être juste une méthode d'être plus agile, parce que maintenant c'est le mot qui sort, mais concrètement, si vous voulez simplifier, il faut réduire en fait des processus. Et pour revenir à votre question directement, c'est vrai que entre l'organisation et les moyens, moi je voulais mettre en avant quelque chose qu'on verra tous entre nous, mais qu'on ne pense pas en termes d'outils, c'est-à-dire, en fait, nous, en tant que manager, on a tous une personnalité. Et je pense que cette personnalité, au-delà de nos compétences, elle n'est pas du tout évaluée. Parce que quand on est évalué annuellement, en gros, on va sur tout ce qui est facile à évaluer, c'est-à-dire les chiffres. Oui, en CMG, on a certains critères, et puis est-ce que vous avez fait telle réforme, vous avez gagné combien. Donc, c'est certainement un critère d'évaluation qui est très important. Toujours est-il que maintenant, on commence à apparaître des savoir-être, pourquoi pas. Mais concrètement, est-ce qu'on est évalué sur notre savoir-être? Parce que, en fait, on n'utilise jamais les tests de personnalité, mais on a tous une personnalité. Et moi, j'ai vu des organisations qui auraient pu être, sur le papier, vraiment plus simples, mais dont les managers, en fait, bloquaient la réalisation. Et
fait une co-direction, une co-décision avec tel ou tel médecin. Si le médecin veut vous bloquer parce que lui veut avoir l'ascendant sur vous symboliquement, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes d'organisation, ça sera toujours la même chose. Donc c'est vrai que moi, ma réflexion, elle était de, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour juste se reposer la question de quelles sont nos personnalités en tant que manager, comment on les évalue, et est-ce qu'à un moment, il faut qu'on soit... Je pense qu'on manque un peu d'intransigeance, hein, c'est pas du tout, c'est pas béni oui du coup. Je pense qu'il faut qu'on soit plus dur avec nous, puisqu'on sait très bien que ce sont les personnalités des managers qui font aussi en fait le travail d'écoute, typiquement. Quelqu'un qui n'en a rien à cirer, il n'en a rien à cirer. Et pour tout un tas de raisons, d'ailleurs. Des préjugés vis-à-vis des, comme vous l'avez dit, des usagers, oh, ils nous font chier ceux-là. Des préjugés vis-à-vis des soignants, de quoi ils se plaignent, etc. etc. Et typiquement, alors, pour répondre d'un point de vue purement pratique, alors en ce moment, alors je sais que Stéphane Pardo a quitté la salle, mais en ce moment, il y a un travail qui est fait à l'ANAP sur un autodiagnostic pour les managers. Je pense qu'il faut coupler ce travail-là avec les critères d'évaluation au CNG des directeurs. Je parle des directeurs, mais je parle aussi des chefs de pôle, des chefs de service, pour qu'on puisse au moins à un moment se regarder nous en se disant est-ce qu'on a certaines personnes qu'il ne faut pas mettre à certains postes, tout simplement. Et je pense qu'on peut créer des outils, mais je vous le dis honnêtement, à chaque fois que ce sujet-là émerge, on nous dit c'est trop sensible, il va falloir faire de la psychologie, faire de la... À quoi servent 50 ans de psychologie sociale si on se considère tous comme compétents, mais le seul truc qui va nous sauver, c'est une nouvelle loi. Et ça, je pense qu'il faut au moins qu'on puisse se poser la question. Le CNG sera d'ailleurs en fin de journée dans un regard croisé sur les attentes réciproques. Donc, on pourrait reposer la question, la poser directement. Peut-être que Jérôme Goemine pourra lui poser directement cette question-là en conclusion. Vous aviez J'ai un commentaire élogieux. C'est la proposition la plus révolutionnaire de nous trois. Hein. On peut réapplaudir. Donc. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle? N'hésitez pas aussi, si vous le voulez, qu'on a encore deux petites minutes pour ne pas perdre trop de temps sur la suite. Il y en avait, non, je ne sais pas si j'ai vu une main levée. Je vous voyais hocher la tête pendant l'intervention. Peut-être que vous avez aussi un commentaire à ajouter sur quel effort à demander aux managers pour continuer à innover. Ça pourrait être le mot de conclusion de la session. Ah non, mais je partage l'avis de mon voisin. C'était effectivement assez révolutionnaire comme idée. Et on le voit partout, pas que dans le monde de l'hôpital d'ailleurs. Hein, si le monde entier, entre guillemets, se remettait un tout petit peu en question au lieu de penser qu'on est tous des génies extrêmement compétents et qu'on dirige tous, des gens qui ne sont pas faits pour diriger. Ce n'est pas parce qu'on a les compétences papier pour diriger qu'en fait on est un bon directeur ou un bon manager. Et ça, c'est mettre les pieds dans le plat, effectivement. Mais je pense que c'est important de le répéter. Et c'est la même chose partout. Il faut être capable aussi de se remettre en question vis-à-vis de nos demandes au quotidien, que ce soit en tant que soignant, en tant qu'aidant, en tant que patient. C'est important de se remettre en question et pas de considérer que parce qu'on est là et qu'on vit quelque chose, on a 100% raison, qu'on ne peut pas transiger, qu'on ne peut pas discuter. Pour moi, la base de tout, c'est la communication. Et quand on entend qu'on ne peut pas en parler, entre guillemets, parce que c'est trop sensible, je pense qu'il faut parler de tout. Parce que la communication, c'est la base du soin, c'est la base du monde de la santé. Et que si on remettait ça au centre de tout ce qu'on fait, les choses iraient quand même beaucoup mieux. Merci. Jérôme Goemine, je vous voyais réagir sur l'évaluation. Est-ce que vous voulez dire un petit mot ou vous en parlerez ce soir, peut-être? Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Le timing est serré, donc on va continuer à avancer. Merci beaucoup à tous les trois sur cet atelier, cette table ronde très constructive, voire co-constructif, donc pour reprendre un peu la dynamique. Pour passer tout de suite à la conciliation entre prévention et management, j'appelle les intervenants de la session suivante à me rejoindre tout de suite. Gaël Sliman, président d'Odoxa, Nicolas Salvi, secrétaire national de la catégorie DH du SMPS, et Samira Bekti, directrice générale du cabinet Oratorio.
Bonjour. Je vous en prie. Eh bien, pour entrer directement dans le vif du sujet, M. Slimane, vous allez nous présenter en 10-15 minutes, maximum 10 minutes si possible, les résultats du sondage de Doxa pour le SMPS en partenariat avec NES sur la prévention en santé en France aujourd'hui. Alors, soit vous faites votre intervention assis, soit ici, comme vous le préférez. Vous avez la zapette, le gros bouton vert en haut pour avancer, le bouton rouge en dessous pour reculer. Et vous avez un pointeur, je crois, en dessous. Bonjour à tous. On m'entend bien ? Ouais. Bon, bah, je pense que ça devrait être à ma portée, quoique le passage des documents. Effectivement, nous avons réalisé cette étude sur la perception de la prévention santé en France aujourd'hui. Alors, étant donné le cercle dans lequel nous sommes, on s'est intéressé à la fois à ce que nous disaient nos concitoyens et on a essayé de regarder dans les résultats de cette enquête auprès d'un échantillon représentatif d'un peu plus de 1000 Français ce que nous disaient des catégories de population qui pourront peut-être davantage vous intéresser ici, à savoir pour certaines questions s'agissant de l'entreprise, les salariés en général. On a regardé aussi ce que nous disaient, et on le présentera dans les résultats, les salariés du secteur public en particulier. À chaque fois, vous avez sur le slide qui est derrière moi les tailles d'effectifs. Donc vous voyez que quand on est sur des effectifs de plus en plus restreints, il faut regarder il faut interpréter avec prudence les marges d'erreur statistiques. On a regardé aussi, parmi ces salariés du secteur public, ceux du secteur public hospitalier. Alors là, attention, on est sur une base beaucoup plus faible au sein de l'échantillon global. Il faut interpréter ça en grande tendance uniquement. Et puis on a regardé aussi ce que nous disaient les managers au sein de cette population. Alors, premier élément, on reviendra aux conclusions. Je ne vais pas spoiler, comme on dit, donc je vous passerai les conclusions à la fin des résultats du sondage. Premier élément, la prévention santé aujourd'hui en France, est-ce qu'elle est perçue comme étant bien prise en compte ou mal prise en compte? Et une fois n'est pas coutume, nos concitoyens qui sont souvent extrêmement pessimistes, extrêmement sévères, qui ont très souvent le sentiment que tout est pire en France qu'ailleurs, eh bien là, s'agissant de la prévention santé, ils ont le sentiment que ce soit dans la société en général ou dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui est plutôt bien pris en compte, même si c'est évidemment perfectible à leurs yeux. Et s'agissant de leur entreprise en particulier, on a les 2/3 des salariés qui nous disent c'est plutôt bien pris en compte, cette question de la prévention santé. Alors, quand on décline par sous-catégorie de population, je pense que vous me permettrez de rendre disponibles les résultats à ceux que ça intéressera et ils pourront le récupérer online, hein, donc ne vous cassez pas la tête à prendre des notes. Retenons simplement que sur chacune des 3 dimensions, dans la société en général, dans le monde professionnel ou dans sa propre boîte, les personnes interrogées sont d'autant plus positives que l'on rentre dans les cercles que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire auprès des salariés de la fonction publique et en particulier ceux de la fonction publique hospitalière, ça se présente plutôt mieux qu'ailleurs en moyenne, et auprès des personnes qui sont en charge de manager, et ça vous intéresse aussi directement, on est sur des niveaux de perception qui sont plutôt supérieurs à ceux de la moyenne nationale. À titre d'exemple, c'est une petite catégorie de population en effectif, mais quand même, les managers de la fonction publique sont plus des 3/4 à nous dire que dans leur profession, ou leur secteur, ou leur entreprise, eh bien, la prévention santé est bien prise en compte. Alors, malheureusement, ce qui est un petit peu dommage, c'est que dans le cadre professionnel, les employeurs proposent insuffisamment ces actions de prévention santé. Quand on interroge notre échantillon auprès de l'ensemble des salariés, plus des 2/3 des salariés nous disent en gros, la prévention santé, c'est top. En France, on y fait attention, c'est quelque chose de très positif. Mais dans ma boîte, depuis ces 2 dernières années, on ne m'a rien proposé. C'est un petit peu mieux auprès des salariés de la fonction publique en général et de la fonction publique hospitalière en particulier. Mais enfin, on en a quand même 1 sur 2, même symboliquement un peu plus d'1 sur 2, qui nous dit on ne m'a rien proposé. S'agissant des catégories en management, on est sur les mêmes résultats.
Alors, les actions de prévention santé, ce qui est d'autant plus dommage qu'elles ne soient pas davantage proposées dans les entreprises, c'est que ceux qui les ont éprouvées, le tiers de la population de salariés, la moitié des salariés de la fonction publique hospitalière, à qui on a proposé ce type d'expérience d'action de prévention santé, sont dithyrambiques à leur sujet. Les 3/4 d'entre eux nous disent ces actions, elles ont été en adéquation avec mes besoins, elles ont été menées de façon régulière et, encore mieux, 71% nous disent elles ont eu un impact positif sur ma santé ou sur mes comportements. Donc, on voit qu'il est d'autant plus dommage qu'elles ne soient pas davantage proposées, ces actions, qu'elles ont un impact positif et un retour d'expérience positif de la part de ceux qui les éprouvent. Alors, en outre, elles peuvent aborder des tas de domaines parce que les salariés nous disent que les actions de prévention santé que pourraient mener leurs employeurs ou qu'ils devraient mener, elles pourraient aussi bien concerner les risques spécifiques à leur métier, 81% des salariés le souhaiteraient, que les enjeux généraux de santé publique sur le tabac, sur le cancer, dans tous ces domaines, 60% le souhaiteraient, ou des sujets qui concerneraient leur propre santé, avec un accompagnement individualisé. C'est une attente pour 56% des salariés. On en a même 4 sur 10 qui seraient intéressés par des actions de prévention santé portant sur la santé de leurs proches. Donc vous voyez que le spectre est large des actions perçues comme légitimes en matière de prévention santé par les salariés. Là encore, il y a beaucoup de chiffres, donc je ne vais pas évidemment les détailler ici, mais sachez que les cœurs de cible, comme on dit en langage marketing, qui vous concernent davantage, sont particulièrement nombreux, plus que la moyenne à chaque fois, à être d'accord et en adhésion avec les différents items que je viens de vous présenter. Alors, il y a un autre paramètre qui pourrait inciter peut-être les acteurs et notamment les entreprises à davantage développer les actions de prévention en santé, c'est l'égoïsme. Parce que c'est souvent comme ça que ça marche, hein, et c'est bien de dire que c'est très utile pour les salariés, que c'est très utile pour la santé, mais ce qui motive quand même les acteurs et notamment les entreprises, c'est de se dire que ça a un impact positif sur l'entreprise. Et en l'occurrence, leurs salariés nous le disent. On a 70% des salariés qui estiment que la mise en place d'actions de prévention santé par leur employeur, ça serait un facteur d'attractivité pour l'entreprise. Et là encore, les personnes qui sont en charge de manager des équipes sont encore plus nombreux à le penser. On est sur les 3/4 et on va retrouver que dans la fonction publique et en général et hospitalière en particulier, on en est encore plus convaincus. Alors, les acteurs qui pourraient mener ces actions de prévention en santé, ils sont divers, nombreux. Les personnes jugées compétentes pour le faire par les salariés sont aussi bien les professionnels de santé extérieurs. 9 salariés sur 10 nous disent oui, ils seraient compétents. Les services de santé au travail, les 3/4 des salariés estiment que ce seraient des acteurs compétents pour cela. L'assurance maladie aussi. Les complémentaires santé et prévoyance, 70% le pensent. En revanche, ils sont un petit peu plus distants s'agissant de la direction et des managers de leur entreprise pour mener directement ces actions. On a aussi interrogé sur un sujet, bon, on a fait pas mal d'études ici avec NES ou la MNH sur la santé, et on a fait pas mal d'études notamment sur le partage des données de santé par le passé. Et là, on a une confirmation, on repose cette question. Souvent, on imagine que les Français sont rétifs à tout, seraient très peureux, craintifs par rapport à ces éléments-là, au partage de données de santé. Ce n'est pas du tout le cas, hein. On a dans leur exercice professionnel, les salariés que nous avons interrogés, ils seraient très majoritaires à accepter que leurs données de santé soient partagées avec l'assurance maladie, 80% le disent, mais aussi avec des professionnels de santé extérieurs, 79% le disent, avec les services de santé au travail, 77% le disent, et même avec les complémentaires santé et prévoyance, ils sont les 2/3 à le dire. Là où ils ont davantage de réticence pour une majorité d'entre eux, c'est si ces données de santé étaient partagées avec leur direction d'entreprise et leurs managers. Mais sinon, pour l'ensemble des autres acteurs, ils sont une très large majorité
à y être favorables. Là encore, on est sur des proportions qui sont, je ne vais pas les détailler les unes après les autres sur chacune des dimensions, mais sur des proportions qui sont encore plus majoritaires auprès des salariés de la fonction publique et surtout auprès de ceux de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'auprès des managers et en particulier des managers de la fonction publique. Donc, sur chacune de ces dimensions, il y a un feu vert qui est donné systématiquement. S'agissant, pour finir, de la perception qu'ont les salariés des assurances complémentaires santé et prévoyance, ils estiment qu'une bonne assurance complémentaire santé et prévoyance, elle doit avoir un certain nombre de qualités qui lui sont prêtées. Elle doit faciliter leur accès aux soins, pour 90% d'entre eux. Elle doit contribuer à améliorer les actions de prévention en santé, on est en plein dans le sujet, pour 83% d'entre eux. Elle doit faciliter l'accès aux soins des équipes qu'ils managent, pour ceux qui en managent, pour les 3/4 d'entre eux. Elle doit rendre leur entreprise plus attractive pour les futurs salariés, pour les 3/4 aussi. Elle doit participer à la fidélisation des salariés déjà présents et faire baisser l'absentéisme pour près de 7 salariés sur 10. Donc les attentes sont quand même assez larges et variées s'agissant des complémentaires santé et prévoyance. On a bouclé l'ensemble des résultats. Peut-être si je passe en arrière pour laisser afficher les conclusions qui apparaissaient au début, je pourrais laisser réagir Samira, que je vois prendre le micro. Voilà, qui est impatiente de réagir sur ses principaux enseignements et sur concrètement comment ça parle. Je précise qu'Oratorio, c'est un cabinet, une émanation de NES, justement. Oui, absolument. Et en fait, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'intervenir ici au nom des travaux que nous avons menés sur ce sujet de la prévention et de la promotion de la santé au sein de la MNH. Et on pourra y revenir dans cet échange avec Nicolas notamment. Première réaction, en fait, cette étude, moi, elle me surprend agréablement parce que, du coup, elle positionne la prévention et la promotion de la santé comme un sujet grand public, ce qui va un peu à l'encontre des perceptions que je pouvais avoir, donc tant mieux. Et si on s'arrête sur le cœur de cible, pour reprendre votre terme, qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les professionnels en santé, qu'ils soient médico-soignants ou administratifs, j'ai envie de dire que de la même façon qu'on parle de médecine de précision, il faudrait qu'on arrive à parler de prévention de précision. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'en 2018, la MNH, dans sa réflexion profonde de refondation de son approche de la prévention, a confié à une équipe de recherche de Bourgogne-Franche-Comté une étude sur 6000 professionnels en santé. D'ailleurs, Odoxa a été associé. Et qu'est-ce que nous a dit cette étude ? D'abord, c'est que vous, professionnels en santé, vous êtes surexposés aux risques dans l'exercice quotidien de vos métiers. Exposés à des risques qui sont de nature un peu grand public ou liés à des enjeux de santé publique. Par exemple, liés au fait que vous ne faites pas vos repas de manière régulière, liés au fait aussi que vous êtes surexposés ou en tout cas sujet à une surconsommation de tabac et d'autres pratiques addictives dont on pourrait se parler plus longuement. Donc ça, c'est un premier constat. Il met aussi en exergue que vous êtes soumis à des stresseurs qui sont liés à l'exercice, à l'organisation de votre travail et aux relations managériales. Et du coup, ça pose question et ça nécessite une approche qui soit vraiment par métier, par lieu d'exercice et donc très précise pour comprendre, accompagner et puis essayer d'améliorer la santé au travail, mais pas que. J'ai le même regard un peu prudent aussi sur les résultats, parce que c'est vrai que nous, on est confrontés dans nos établissements à cette dimension de prévention où finalement on est d'abord sur le réglementaire la plupart du temps. Quelles sont nos obligations, quelles sont les normes en termes de radioprotection, en termes de risques psychosociaux pour essayer d'éviter d'engager notre responsabilité la plupart du temps. Et on développe de façon nouvelle des démarches de prévention qui sont au balbutiement de ce qu'on est capable de faire. On parlait de la médecine de précision. Moi, je suis plutôt dans une logique de confirmation du fait qu'on doit prendre en compte la personne sur ses besoins qui sont
très précis, et donc avoir la capacité à pouvoir avoir une réponse qui est adaptée, mais on doit aussi être sur une prise en charge globale, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte uniquement le volet d'exercice professionnel. Et on doit être en capacité de prendre en compte les contraintes familiales qui ont un impact sur le travail, qui peuvent forcément mettre en tension des exercices professionnels. Les directeurs, ils sont particulièrement soumis avec nos contraintes d'exercice, les mobilités qui doivent être exercées. L'ensemble des managers sont soumis à ça. Et nous, on doit être en capacité dans les établissements d'assumer notre rôle, contrairement à ce qui a été peut-être évoqué, en tant que dirigeant, en tant que responsable, de mettre en place les démarches de prévention qui sont utiles pour nos salariés et pour finalement le bien-être des salariés au quotidien. Samira Bekti. Je partage complètement le regard que porte Nicolas. Moi, j'ajouterais 2 éléments. On a interrogé à peu près 1700 adhérents de la MNH, parmi lesquels essentiellement des professionnels paramédicaux, techniques et administratifs. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On a besoin de personnalisation, on a besoin de sur-mesure, et on a besoin d'être accompagné par, je dirais, une communauté d'intervenants. Et puis ils nous disent aussi autre chose, et je pense que c'est important de le souligner, qu'on corrobore d'ailleurs dans plein d'études qui sont faites dans d'autres secteurs d'activité, c'est que les cordonniers sont un peu les plus mal chaussés. Et j'en veux pour preuve que les managers, je vais utiliser ce terme que je trouve moi suffisamment englobant et révélateur, les managers sont eux aussi en besoin d'accompagnement. Ils sont souvent démunis, c'est en tout cas ce qu'ils nous restituent. Moi, j'ai échangé avec beaucoup d'entre eux. Ils sont à la manœuvre pour penser ces démarches et accompagner autant qu'ils le peuvent les professionnels dans leur exercice. Il faut qu'on pense à eux aussi. Et souvent, il y a une forme de pudeur, de discrétion sur ces sujets. Donc, je pense que quand on est cadre de proximité, quand on est directeur, je dirais presque la même chose quand on est chef de pôle ou chef de service, on a des risques particuliers aussi qu'il faut arriver à prendre en compte. Et cet accompagnement-là n'est pas simple ni à concevoir, ni à mettre en place. Je partage cette mise à distance parce que finalement, on essaie de se dire finalement, ça ne relève pas de nous. Nous, on a une responsabilité pour les autres, mais finalement, nous, on peut se gérer nous-mêmes puisqu'on est capable de gérer les autres. Donc ça, c'est déjà un premier travail à faire pour qu'on l'assume complètement. Je pense que le SNPS l'a déjà revendiqué à plusieurs reprises. Le deuxième aspect, c'est la capacité à pouvoir porter des actions de prévention. Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a on va dire la capacité et le temps de pouvoir les porter pour l'ensemble de nos professionnels? J'en suis pas convaincu. Et je pense que la capacité d'un dirigeant, d'un manager, c'est aussi d'aller chercher des acteurs qui peuvent être complémentaires aux démarches qu'on peut lancer dans les établissements, qui vont avoir cette capacité-là à financer un certain nombre d'actions de prévention, à les promouvoir et finalement à les rendre peut-être un peu plus acceptables pour nos professionnels et donc créer les conditions qui sont favorables à leur exercice. Je partage complètement là-dessus. Je pense que l'union fait la force. Et je parle aujourd'hui au nom d'un acteur de protection professionnelle qui a envie de continuer à s'engager, de refonder son action sur ces sujets. Mais il ne peut pas et ne veut pas agir seul. Il faut agir avec les employeurs, donc avec les établissements. Il faut agir avec les professionnels eux-mêmes pour leur proposer ces parcours-là sur mesure. Il faut agir aussi avec l'écosystème. Je pense aux services de l'État, je pense à l'assurance maladie, je pense à des équipes de recherche aussi, à des acteurs de la société civile qui peuvent amener quelque chose. Et là encore, d'autres avant nous, je dirais avant le système de santé français, le font, l'ont fait et continuent à le faire dans des approches populationnelles. C'est parce qu'on est unis avec des acteurs qui chacun porte des leviers différents d'action que ça peut marcher. Et ces systèmes de santé populationnelle ont démontré leur efficacité, leur efficience, notamment sur l'amélioration de l'état de santé de la population et en ce qui nous concerne aujourd'hui, des professionnels de santé.
Gaël Siméane, peut-être que ces commentaires vous inspirent d'autres sondages, d'autres questions qui seront à poser? Oui, alors pour rebondir sur ce que disait Samira, on a en tête évidemment cette étude, là, celle dont nous parlons est une étude auprès du grand public, auprès de l'ensemble de la population française, où vous avez vu d'ailleurs que les catégories appartenant au service public hospitalier sont particulièrement en demande justement. Mais l'étude à laquelle vous faisiez allusion, on la connaît bien, on a réalisé cette énorme enquête et je pense que le bon résumé est ce que vous disiez, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est quand on regarde ce que nous disent les professions médicales, ce sont ceux qui prennent le moins soin d'eux en réalité et pour lesquels il y a sans doute le plus de besoins. C'était ce que montrait l'étude en référence. Donc je souscris tout à fait à ce qui a été dit par l'un et l'autre, bien entendu. Sans glisser sur les caricatures, mais quelques mois, une série télévisée en thérapie faisait écho à un certain nombre de traumatismes chez certains et prenait l'exemple d'une chirurgienne qui exerçait donc à l'hôpital. On peut se dire finalement pourquoi on n'a pas structuré les moyens et ce type d'action, c'est-à-dire de donner l'accès à des acteurs médicaux ou paramédicaux qui sont en capacité de pouvoir mener des démarches de prévention et rassurer ou en tout cas réorienter la personne pour que son exercice professionnel se passe dans de bonnes conditions et avec évidemment une prise en compte globale de la personne, c'est-à-dire son vécu, son exercice et potentiellement sa projection au sein de l'hôpital public, ce que nous souhaitons tous en termes d'attractivité et de fidélisation. Dans les hôpitaux, les médecins, les soignants ont souvent des supervisions, ils sont souvent accompagnés. Il faudrait la même chose pour les managers. Donc. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle? Je ne sais pas si c'est le quatrième micro qui est là, peut-être. Non. Voilà. Le micro va arriver, là, ici, devant. Oui, Catherine Alger, donc vice-présidente de notre syndicat pour la catégorie directeur d'hôpital. Merci beaucoup pour ces restitutions. Le sujet de la prévention et notamment des risques psychosociaux est évidemment au cœur de notre action. On parlait du réglementaire, Nicolas rappelait la question du réglementaire. On n'est pas démunis de ce point de vue-là. On a même 3 instances spécifiques pour les corps de direction qui existent, mais on voit aussi qu'on a sans doute pas réussi à se départir de ce travers franco-français qui est de toujours se dire si on va bien faire et si le document de signalement est bien étayé, est-ce qu'on va pouvoir s'en servir. Donc on a mis 3 ans à le mettre en place. Et pourtant, tous les jours, notre syndicat, les délégués nationaux, les élus sont sollicités. Jérôme récemment a publié sur une donnée exponentielle de signalement auprès de notre syndicat de situations de difficulté. Et je voulais simplement souligner au travers ça la difficulté, et rebondir sur votre dernière remarque, la difficulté qu'un manager, qu'il soit médecin, qu'il soit cadre de santé, qu'il soit soignant, qu'il soit directeur, à faire accepter qu'il va mal ou qu'il a besoin d'être aidé. Et cette prévention-là, elle a du mal à se structurer parce que c'est une honte. Un jour, en entretien de recrutement, j'ai entendu cette question. Êtes-vous candidat au burn-out? C'est une question incroyable. Hein, donc ce n'est pas une démarche empathique vis-à-vis de ces difficultés. Donc je crois qu'on a ce challenge-là localement, dans chacun de nos établissements, pour toute la chaîne du management, et pour nous aussi, bien entendu, il faut que d'autres s'occupent de nous. Mais vraiment d'être en veille par rapport à cette question et de trouver localement les ressources pour avancer et de ne plus considérer que c'est une honte d'en parler ensemble. C'est pour ça qu'il faut encourager que dans les commissions médicales d'établissement, on ait aussi des commissions qu'on appelait vie hospitalière ou des choses comme ça qui sont sorties à un moment donné. Et puis qu'on s'affranchisse aussi du péché originel de ce fameux non public management ou de l'idée que les managers sont d'abord des oppresseurs. Et donc, notre travail d'acculturation collective, il est là. Et la prévention en santé avancera aussi quand on sera capable tous ensemble de pouvoir structurer ces actions. Et dernier point,
Il faudrait aussi qu'on arrive, puisqu'on a dit que, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, on va être dans le timing du il faut, puisqu'on va rentrer dans la campagne présidentielle, on va entendre beaucoup de il faut. Les ressources pratiques pour faire ça, les psychologues du travail, les médecins du travail, les ergonomes, voilà, toutes ces compétences que l'hôpital public n'arrive pas forcément à attirer complètement. Il faut peut-être un Grenelle de ces métiers-là, un Grenelle de l'accompagnement de la santé au travail. Et comme ça, on arrivera tous ensemble. Et avec l'aide aussi de structures comme celle de Samira qui peuvent nous aider vraiment à avancer là-dessus, je pense qu'on pourra faire du bon boulot. Ça demande des moyens aussi. Des réactions, des commentaires, des ajouts sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que ces moyens nécessaires, c'est entendable notamment à l'extérieur, parce que là on est dans un cercle de managers, est-ce que c'est entendable à l'extérieur par rapport à ce qu'on entend plus globalement sur les pressions sur les soignants? Est-ce que c'est entendable à votre avis? Et comment le rendre plus entendable? Prévoir ou indiquer qu'on a besoin de davantage de moyens pour ceux qui prennent soin de notre santé, c'est une idée qui passe dans l'opinion sans grand souci, hein. S'il y a bien, on l'a mesuré pendant des années sur nos baromètres, une catégorie de population qui, à la cote, elle l'a eu plus encore avec ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, mais qui a la cote dans l'opinion et qui donne le sentiment qu'elle reçoit moins qu'elle ne devrait, c'est bien cette population-là. Donc au niveau politique et sociétal, ça passerait. Donc en plus, c'est soignants directement que les managers. C'est ça peut-être la nuance. C'est justement l'aspect que je ne partage pas. C'est-à-dire que si on a fait ce choix de carrière hospitalière et d'être hospitalier, on l'est tout autant qu'un soignant au lit du malade. Et l'enjeu, il est là aussi. C'est qu'on assume complètement notre utilité sociale et qu'on puisse l'affirmer haut et fort en disant les directeurs d'hôpitaux, les ingénieurs, les cadres administratifs, les cadres de santé, l'ensemble de la chaîne managériale est présente et est hospitalière et contribue à l'exercice dans de bonnes conditions et n'est pas soumis particulièrement à une forte volonté de mettre la pression. On l'est déjà assez nous-mêmes pour ne pas avoir le souhait de mettre en pression l'ensemble des professionnels. Donc vraiment, l'enjeu, c'est rester hospitalier. On l'est, à nous de l'assumer. Est-ce qu'il y a une dernière question rapide, réponse rapide, qu'il nous reste éventuellement 1 minute? Sinon, on va passer à table. Je pense qu'on est tous, après une matinée très, très dense, très complète, on n'a finalement qu'un quart d'heure de retard sur le planning, donc c'est plutôt pas mal. Merci à tous les trois de votre présence. On se retrouve ici à 14h pile. On va gagner le dernier quart d'heure qu'on a perdu sur la pause déjeuner. Merci d'être présent à 14h pour respecter le temps de parole également des participants de l'après-midi. Bon appétit.